Ne bois pas ce café, ta secrétaire change toujours ta tasse, murmura la petite fille devant l'entrée de la tour, juste au moment où Alexandre Fournier allait franchir les portes vitrées de son entreprise. Il s'arrêta. Autour de lui, le matin avançait vite. Les employés entraient par vagues, badge à la main, téléphone contre l'oreille, café serré dans des gobelets en carton. La grande tour Fournier Industrie dominait tout le quartier d'affaires avec ses 32 étages de verre sombre, son logo argenté, son tôle immense et froid où chaque pas résonnait comme dans une gare de luxe. Alexandre Fournier était le président du groupe. À 62 ans, il avait construit un empire industriel à partir de l'usine métallurgique de son père. Machines, équipements, contrats internationaux, actionnaires puissants, conseils d'administration exigeants. Pendant 30 ans, il avait été connu pour sa mémoire presque effrayante. Il se souvenait des chiffres, des dates, des noms, des clauses, des erreurs commises 10 ans plus tôt par des hommes qui avaient cru qu'ils ne remarqueraient rien. Mais depuis 3 mois, quelque chose n'allait plus. Il oubliait des réunions. Il perdait le fil au milieu d'une phrase. Il relisait 3 fois le même rapport sans comprendre pourquoi les chiffres semblaient flotter devant lui. Il oubliait parfois ce qu'il venait de signer. Et toujours, avant les épisodes les plus graves, il y avait une tasse de café. La petite fille qui venait de parler s'appelait Nina. Elle avait 10 ans, peut-être 11. Tous les matins, elle vendait des petits gâteaux et des brioches devant la tour, avec une boîte en métal posée sur une table pliante. Sa mère travaillait dans une boulangerie, de nuit, et Nina l'aidait avant d'aller à l'école. Alexandre l'avait déjà vue plusieurs fois. Elle avait de grands yeux sombres, un manteau trop fin et cette manière d'observer les adultes comme si elle lisait les secrets sur leur visage. Ce matin-là, elle ne souriait pas. Alexandre baissa légèrement la voix. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Nina regarda vers les portes vitrées, puis vers le 28e étage, là où se trouvait le bureau du président. « Votre secrétaire. Madame Carole. Quand le livreur apporte votre café, elle le prend. Elle entre dans le petit couloir derrière l'accueil. Puis elle revient avec une autre tasse. Pas la même. » Alexandre sentit ses doigts se contracter autour de sa serviette en cuir. Carole. Carole Meunier, sa secrétaire exécutive depuis 12 ans. Discrète, efficace, parfaitement organisée. Elle connaissait son agenda mieux que lui, ses habitudes, ses visiteurs, ses dossiers confidentiels. Elle lui servait son café avant chaque réunion importante. Toujours un café noir, sans sucre, dans une tasse blanche en porcelaine fine. Il avait confiance en elle. Ou plutôt, il n'avait jamais pensé à ne pas avoir confiance. « Pourquoi tu me dis ça maintenant ?» demanda-t-il. Nina serra la boîte de brioche contre elle. « Parce qu'hier, après votre grande réunion, vous êtes sortis, et vous aviez l'air perdu. Vous m'avez acheté 2 fois le même gâteau. Vous ne vous souveniez pas que vous m'aviez déjà payé. » Alexandre resta silencieux. Il se souvenait vaguement de cette scène. Ou plutôt, il se souvenait d'un trou, d'un blanc, d'une impression de fatigue écrasante après la réunion du comité stratégique. Le vice-directeur, Marc Delattre, avait dû finir la présentation à sa place. Le conseil l'avait regardé avec inquiétude. Carole lui avait ensuite dit « Monsieur Fournier, vous devriez accepter de ralentir. Tout le monde voit que vous êtes épuisé. » Nina continua, plus bas encore. « Et ce matin, j'ai entendu Madame Carole parler avec un homme dans la voiture noire. Elle a dit, après la réunion de jeudi, le conseil ne pourra plus le défendre. » Le hall s'ouvrit, derrière lui. Carole apparut dans l'entrée. Tailleur gris, chignon impeccable, tablette à la main, sourire professionnel. « Monsieur Fournier, tout le monde vous attend en haut. » Alexandre tourna lentement la tête vers elle. Pendant une seconde, il chercha quelque chose sur son visage. Une trace de culpabilité. Une tension. Une peur. Rien. Carole était parfaite. « J'arrive, dit-il. Puis, il regarda Nina. « Va à l'école, et ne parle de sa personne. » La petite fille hocha la tête. « Alors ne buvez pas. » Alexandre entra dans la tour. Dans l'ascenseur privé, Carole lui énuméra son programme de la journée. Réunion financière à 9h. Appel avec Singapour à 10h30. Déjeuner avec Marc Delattre à midi. Comité de gouvernance à 16h. Sa voix était douce, précise, rassurante. Mais maintenant, chaque mot semblait posé comme une pièce dans un mécanisme plus grand. Au 28e étage, son bureau était déjà prêt.
Sur son bureau, les dossiers du jour, son stylo préféré, une carafe d'eau et une tasse de café fumante. Carole la posa devant lui. « Votre café, monsieur. » Alexandre regarda la tasse. Blanche, fine, parfaite. Il leva les yeux vers elle. « Merci, Carole. » Elle resta une seconde de plus que d'habitude, comme si elle attendait qu'il boive. Alors, il porta la tasse à ses lèvres. Mais il ne but pas. Il fit semblant. Le café toucha à peine sa bouche. Il reposa la tasse, prit un dossier et dit « Carole, pourriez-vous me chercher le contrat allemand dans les archives ? Pas la version numérique. Le classeur bleu. » Elle sembla surprise. « Maintenant ? La réunion commence dans 10 minutes. Maintenant !» Elle obéit. Dès qu'elle sortit, Alexandre prit la tasse, ouvrit le tiroir secret de son bureau, versa le café dans une petite bouteille d'eau vide, puis remplit la tasse, avec le café froid d'un thermo, qu'il gardait parfois pour les longues journées. Il la reposa exactement à la même place. Quand Carole revint, elle jeta un regard rapide à la tasse. Alexandre fit semblant de boire une vraie gorgée. « Allons-y, dit-il. » La réunion financière se passa étrangement bien. Son esprit resta clair. Les chiffres étaient nets. Il se souvenait des marges, des projections, des retards, des noms des clients. Le directeur financier le regarda avec surprise. Marc Delattre, assis à sa droite, parut moins heureux. Marc était vice-directeur général depuis 5 ans. Intelligent, ambitieux, élégant, apprécié des actionnaires les plus impatients. Il parlait souvent de modernisation, de transition, de nouvelle gouvernance. Depuis le début des troubles d'Alexandre, il se présentait comme l'homme raisonnable, celui qui pouvait assurer la continuité. « Le président doit se reposer, disait-il souvent. Nous devons protéger l'entreprise. » Protéger. Encore ce mot. Cher auditeur, il existe des poisons qui ne tuent pas le corps. Ils tuent la crédibilité. Ils ne vous couchent pas dans un lit d'hôpital. Ils vous font oublier une phrase, signée au mauvais endroit, paraître faible devant ceux qui attendaient déjà votre chute. Et parfois, une petite fille qui vend des brioches vaut mieux qu'un conseil d'administration entier. Maintenant, poursuivons. Après la réunion, Alexandre retourna dans son bureau. Carole le suivit. « Vous avez été très en forme aujourd'hui, dit-elle. » Le ton était neutre, mais Alexandre entendit la surprise derrière la phrase. « Cela vous étonne ?» Elle sourit. « Non, monsieur. Bien sûr que non. Je suis seulement heureuse de vous voir mieux. Moi aussi. » Il posa la bouteille contenant le café suspect dans sa mallette, sous quelques dossiers. Le soir même, il appela discrètement le docteur Besson, un ancien ami de son père, médecin toxicologue à la retraite, qui travaillait encore comme expert indépendant. « J'ai besoin d'une analyse. Rapide. Discrète. » Le docteur ne posa pas de questions inutiles. « Apporte-moi l'échantillon ce soir. » À 21H, Alexandre se rendit chez lui par l'entrée arrière. Le docteur Besson vivait dans une maison, ancienne remplie de livres, d'objets médicaux et d'odeurs de papier. Il examina la bouteille, prit quelques notes, puis regarda Alexandre. « Tu crois qu'on te drogue ?» Alexandre resta silencieux. « Je crois qu'on me fait oublier. » Le médecin ne plaisanta pas. « Alors je vais chercher ce qui peut provoquer confusion, trouble de la mémoire à court terme, baisse de vigilance. » Mais Alexandre, si quelqu'un fait cela, ce n'est pas une farce de bureau. C'est criminel. Je sais. Le lendemain, Alexandre fit semblant d'aller plus mal. Il arriva en retard volontairement. Il demanda 2 fois le même dossier. Il appela un cadre par le mauvais prénom. Dans le couloir, il s'arrêta comme s'il ne se souvenait plus de la direction de la salle de réunion. Carole l'observait avec cette inquiétude professionnelle qu'elle savait si bien porter. Marc Delattre aussi. À midi, Marc entra dans son bureau sans frapper. « Alexandre, il faut parler. »« De quoi ?» Marc ferma la porte. « Du conseil. Plusieurs administrateurs s'inquiètent. L'incident de la semaine dernière a laissé des traces. »« Quel incident ?» Alexandre joua la confusion. Marc s'assit, l'air grave. « Tu vois, c'est exactement le problème. Tu as perdu le fil devant les représentants de Berlin. Tu as répété 3 fois la même phrase. Tu as signé la mauvaise version du protocole. Heureusement, Carole s'en est rendu compte. Carole. Toujours là pour constater l'erreur. Toujours là pour corriger. Toujours là pour témoigner.
Tu penses que je ne suis plus capable? Demanda Alexandre. Marc soupira. Je pense que tu es fatigué. Et je pense qu'un grand président sait reconnaître le moment où il doit transmettre temporairement. À toi? Marc ne sourit pas, mais ses yeux brillèrent. Je suis le choix logique. Le conseil le sait. Toi aussi. Alexandre baissa les yeux vers son bureau. Peut-être. Marc se pencha légèrement. Le comité de jeudi sera décisif. Si tu arrives fatigué, si tu perds encore le fil, ils demanderont une motion. Mais si tu prends les devants, tu peux rester président d'honneur, garder ton image, organiser la transition proprement. Et si je refuse? Le visage de Marc se ferma. Alors d'autres décideront à ta place. Après son départ, Alexandre resta immobile plusieurs minutes. Puis il appela Nina. Il ne connaissait pas son numéro, bien sûr. Alors, il descendit lui-même devant la tour à l'heure de sortie des écoles. Elle était là, rangeant ses gâteaux invendus dans une boîte. Quand elle le vit, elle fronça les sourcils. « Vous avez bu le café? » « Non. » Elle expira, soulagée. « Vous me croyez? Je commence. » Il s'assit sur le petit banc près de la façade, malgré les regards surpris de deux employés. « Nina, j'ai besoin que tu me racontes exactement ce que tu as vu. Les jours, les heures, les personnes. » La petite fille ouvrit son cartable et sortit un cahier rose. Alexandre fut surpris. « Tu as écrit? » « Oui. Ma mère dit que quand les adultes mentent, il faut écrire avant qu'ils changent l'histoire. » Elle tourna les pages. Il y avait des dates. Lundi 8h42, livreur donne café à Madame Carole. Lundi 8h44, Madame Carole entre en couloir service avec tasse. Lundi 8h47, elle ressort avec tasse identique. Mercredi 8h51, Monsieur Alexandre boit, puis réunion. Après, il oublie mon prénom. Vendredi 7h58, voiture noire. Madame Carole parle à Monsieur Marc. Phrase entendue, jeudi, il sera fini. Alexandre lut sans respirer. Pourquoi tu regardais autant? Nina haussa les épaules. Je vends des gâteaux. Les gens pensent que je vois seulement les pièces dans leurs mains. Mais moi, je vois tout. Et tu n'as pas peur? Elle baissa les yeux. Si. Madame Carole m'a déjà dit que je ne devrais pas rester devant la tour. Elle a dit que les enfants, comme moi, donnent une mauvaise image à l'entreprise. Alexandre sentit une colère froide monter. Elle t'a dit ça? Oui. Mais votre père m'achetait toujours une brioche quand il passait avant. Alexandre se figea. Tu as connu mon père? Un peu. Il disait que les meilleures brioches sont celles vendues par les gens qui se lèvent tôt. Le père d'Alexandre, mort depuis 6 ans, avait effectivement l'habitude d'acheter quelque chose aux petits vendeurs devant les immeubles. Pas par charité spectaculaire, par respect du travail. Alexandre referma doucement le cahier. Nina, tu viens peut-être de sauver ce qu'il a construit. Elle ne répondit pas, mais ses joues rougirent. Le soir même, le docteur Besson rappela. Sa voix était grave. Alexandre, ton café contenait une substance sédative à faible dose, associée à un composé pouvant provoquer des troubles temporaires de la mémoire et de la concentration. Ce n'est pas assez pour t'endormir brutalement. C'est fait pour te rendre confus. Alexandre ferma les yeux. Réversible? Oui, si tu arrêtes d'en prendre. Mais répéter avant des réunions importantes, c'est parfait pour te faire passer pour inapte. Parfait? Le mot était horrible. Car c'était exactement cela. Un sabotage parfait. Alexandre ne dormit presque pas. Il resta dans son bureau privé, chez lui, à revoir mentalement les 3 derniers mois. Chaque grand trou de mémoire, chaque réunion ratée, chaque document qu'il avait signé sans comprendre pourquoi il se sentait si embrumé. Chaque fois où Carole lui avait tendu un café en disant « Cela vous fera du bien ». Chaque fois où Marc avait ensuite dit « Nous devons penser à la stabilité du groupe ». Le lendemain, Alexandre fit l'appel à 2 personnes. La première était maître Clara Vidal, avocate pénaliste et spécialiste des affaires d'entreprise. La seconde était Julien Renaud, ancien responsable de la sécurité interne, poussé vers la sortie après l'arrivée de Marc Delattre. Ils se retrouvèrent dans un petit appartement appartenant à Alexandre, loin du siège, sans chauffeur, sans assistant, sans agenda officiel. Alexandre leur montra le cahier de Nina, le rapport du docteur Besson, et raconta tout. Julien Renaud ne sembla pas surpris.
J'avais averti que Marc constituait son propre réseau dans l'entreprise. Pourquoi ne pas avoir insisté? Julien répondit froidement. Parce que Carole filtrait déjà mes notes avant qu'elles arrivent à vous. Alexandre sentit une onde profonde. Carole ne s'était pas seulement approchée de lui. Elle s'était placée entre lui et le monde. Maître Vidal prit la parole. Il faut des preuves directes. Vidéo de l'échange de tasses. Analyse de plusieurs échantillons. Connexion avec Marc. Et si possible, un aveu ou une conversation claire. Julien ajouta. Je peux installer une caméra dans votre bureau si vous autorisez officiellement une mise à jour de sécurité et une autre dans le couloir de service. Faites-le. Il faudra jouer le jeu jusqu'à jeudi. Alexandre hocha la tête. Je vais leur donner exactement ce qu'ils veulent voir. Pendant les 2 jours suivants, il devint l'homme qu'il voulait fabriquer. Il oublia volontairement des phrases. Il demanda à Carole de lui rappeler des choses évidentes. Il laissa Marc corriger ses interventions. Il accepta même, devant plusieurs cadres, que Marc présente à sa place une partie d'un dossier. Carole semblait de plus en plus confiante. Le mardi matin, la caméra du couloir de service enregistra enfin la scène. Le livreur posa le café sur le comptoir d'accueil. Carole le prit. Elle regarda autour d'elle, entra dans le couloir, ouvrit un petit placard technique, sortit une tasse identique déjà remplie, jeta le café original dans l'évier, puis revint avec la tasse préparée. Le mercredi, la caméra enregistra la même chose. Cette fois, Julien récupéra la tasse avant qu'elle soit nettoyée. Le docteur Besson confirma la présence de la même substance. Il manquait encore Marc. Il arriva le mercredi soir. Alexandre fit semblant de partir tôt, mais resta dans une pièce sécurisée au 27e étage avec Julien et Maître Vidal. Les caméras étaient actives. Les micros aussi. À 21h16, Carole entra dans le bureau présidentiel avec Marc Delattre. Elle posa un dossier sur la table. « Il est presque prêt », dit-elle. Marc s'approcha de la fenêtre. « Presque ne suffit pas. Jeudi, il doit perdre le fil devant tout le conseil. Pas juste paraître fatigué. Il faut que la motion devienne inévitable. » Carole ouvrit son sac et sortit un petit flacon. La dose habituelle crée la confusion. Une dose plus forte pourrait se voir. On n'a plus le choix. S'il tombe vraiment malade, Marc se tourna vers elle. « Carole, tu veux rester secrétaire toute ta vie ?» Elle baissa les yeux. Il continua. « Quand je serai directeur général, tu seras directrice de cabinet. Salaire triplé. Action. Pouvoir réel. Tu ne seras plus la femme invisible qui prépare le café d'un vieil homme. » Carole resta silencieuse. Puis elle dit. « Et s'il refuse de quitter le conseil après la motion ?» Marc sourit. « Il ne refusera pas. Tout le monde aura vu son état. Et j'ai déjà 3 administrateurs prêts à demander une évaluation médicale. Après ça, il est fini. » Dans la pièce voisine, Alexandre sentit chaque mot entrer en lui comme un clou. Vieil homme. Femme invisible. Il comprit soudain une partie du poison. Marc voulait le pouvoir. Carole voulait exister. Et pour cela, ils avaient décidé de détruire sa mémoire avant de prendre son fauteuil. Jeudi matin arriva. La réunion du conseil était prévue à 10h. À 8h30, Nina était devant la tour, comme toujours. Alexandre s'approcha dès l'avant d'entrée. Aujourd'hui, ils vont essayer une dernière fois. Elle pâlit. Alors ne buvez pas. Je ne boirai pas. Elle lui tendit une petite brioche dans un sachet. Prenez ça à la place. Ma mère dit qu'on réfléchit mieux quand on a mangé quelque chose de vrai. Alexandre sourit pour la première fois depuis des jours. Ta mère a raison. Il prit la brioche, la paya, puis ajouta. Ce soir, quand tout sera terminé, je veux parler à ta mère. Nina se méfia aussitôt. Pourquoi? Pour lui dire qu'elle a élevé une fille très courageuse. Et pour vous protéger. La petite fille baissa les yeux. Je veux juste qu'ils arrêtent de vous faire oublier. Alexandre entra dans la tour. Carole l'attendait près de l'ascenseur. Bonjour, monsieur. Vous avez l'air nerveux. C'est une journée importante. Votre café vous attend. Dans le bureau, la tasse était là. Blanche. Fumante. Préparée. Carole resta près de la porte. Alexandre prit la tasse, la porta à ses lèvres,
et fit semblant de boire longuement. Puis, il reposa la tasse. Allons-y, Grec. Carole sourit. La salle du conseil était pleine. Les administrateurs étaient installés autour de la grande table ovale. Marc Delattre se tenait à droite du fauteuil présidentiel, déjà prêt à intervenir. Plusieurs regards se posèrent sur Alexandre avec une inquiétude mal dissimulée. Ils savaient ce qu'ils pensaient. Ils attendaient l'oubli, la confusion, la preuve. Alexandre s'assit. La réunion commença. Pendant les 10 premières minutes, il joua la faiblesse. Il chercha un mot. Il demanda à Marc de répéter un chiffre. Il feuilleta le mauvais dossier. Marc intervint aussitôt avec une efficacité brillante. « Si vous permettez, Président, je peux présenter ces parties. » Alexandre le regarda. « Oui, Marc, faites donc. » Marc se leva. Il parla avec assurance. Il expliqua que la société traversait une période sensible, que la continuité devait être protégée, que le président avait donné sa vie au groupe, mais que le temps était peut-être venu d'organiser une transition temporaire. Temporaire. Toujours ce mot. Un administrateur demanda. « Monsieur Fournier, êtes-vous en accord avec cette proposition ?» Alexandre resta silencieux. Carole, assise près du mur, baissa légèrement la tête pour cacher son sourire. Alors Alexandre se leva. Sans trembler. Sans chercher ses mots. Il posa ses 2 mains sur la table. « Non, je ne suis pas en accord. » Marc se figea. Alexandre prit la télécommande. « Avant de parler de mon état, parlons de ce qu'on m'a fait. » L'écran s'alluma. La première vidéo montra Carole échangeant la tasse dans le couloir de service. Un murmure parcourut la salle. Carole devint blanche. La deuxième vidéo montra la même scène le lendemain. Puis le rapport du docteur Besson apparut. Les échantillons de café contenaient une substance capable de provoquer confusion, somnolence légère et troubles temporaires de la mémoire. Un administrateur se leva à moitié. « Qu'est-ce que cela signifie ?» Alexandre regarda Marc. « Cela signifie que mes pertes de mémoire n'étaient pas une maladie. Elles étaient organisées. » Marc tenta de rire. « C'est absurde. Alexandre, tu es sous pression. Cette mise en scène prouve justement ton état de paranoïa. » Alexandre fit signe à Julien Renaud, qui entra dans la salle avec un ordinateur. « Alors regardons la suite. » La vidéo nocturne du bureau apparut. Carole et Marc. Le flacon. La promesse de promotion. La phrase. Jeudi, il doit perdre le fil devant tout le conseil. Le silence devint total. Marc ne bougea plus. Carole porta une main à sa bouche. Alexandre la regarda. Pendant 12 ans, vous avez connu mes habitudes, mes horaires, mes faiblesses. Vous saviez que je buvais toujours ce café avant les moments importants. Vous avez pris ce rituel de confiance, et vous l'avez transformé en arme. Carole éclata en sanglots. Je n'avais pas le choix. Alexandre répondit froidement. Si, vous aviez le choix chaque matin, au moment de prendre ma tasse. Marc reprit enfin la parole. Personne ne croira que j'ai organisé ça. La porte s'ouvrit. 2 policiers entrèrent avec maître Vidal. C'est déjà le cas, dit-elle. Marc recula. Alexandre réfléchit. Si tu fais ça, l'action s'effondre. Le groupe sera humilié. Alexandre le regarda avec une calme dureté. Non, le groupe survivra à la vérité. Il n'aurait pas survécu à toi. Marc fut arrêté quelques minutes plus tard. Carole aussi. Elle pleurait, répétant qu'elle voulait seulement une vraie place, qu'elle en avait assez d'être invisible, que Marc lui avait promis un avenir. Mais le flacon dans son sac, les vidéos, les analyses, les échanges de messages et les virements promis parlaient plus clairement que ses larmes. Dans l'après-midi, la nouvelle se répandit dans toute la tour. Le président n'était pas malade. Le président n'était pas fou. Le président avait été drogué avant ses réunions. Certains employés furent horrifiés. D'autres honteux. Beaucoup comprirent qu'ils avaient assisté à sa destruction progressive sans poser assez de questions. Carole avait toujours été si professionnelle. Marc si rassurant. Les troubles d'Alexandre si visibles. Tout semblait logique. C'était ainsi que les meilleurs pièges fonctionnent. Ils ne demandent pas aux gens de croire l'impossible, seulement d'accepter une version commode du réel. Le soir, Alexandre descendit devant l'immeuble.
Nina était encore là, sa boîte presque vide. Elle le regarda avec inquiétude. C'est fini? Alexandre hocha la tête. Oui, ils ont été arrêtés. Elle expira lentement. Alors vous allez vous souvenir maintenant? Cette question, simple et terrible, le toucha plus que tous les discours de la journée. Oui, Nina. Je vais me souvenir. Et je vais aussi me souvenir de toi. La mère de Nina arriva quelques minutes plus tard. Elle portait un manteau usé, les traits tirés par les nuits de travail. En apprenant ce que sa fille avait fait, elle devint d'abord pâle, puis sévère. Nina, je t'avais dit de ne pas te mêler des affaires des gens importants. Nina baissa les yeux. Mais il buvait le café. Sa mère resta silencieuse. Alexandre s'adressa à elle avec respect. Madame, votre fille a empêché un crime. Je voudrais vous proposer une aide pour ses études. Pas une récompense. Pas une dette. Une protection pour son avenir. Vous choisirez votre avocat. Vous lirez tout. Vous pourrez refuser. La femme le regarda longuement. Les gens comme vous donnent rarement sans attendre quelque chose. Alexandre hocha la tête. Je comprends votre méfiance. Gardez-la. Elle vous protège. Mais laissez-moi au moins réparer ce que je peux. Votre fille a fait ce que beaucoup d'adultes de mon entreprise n'ont pas fait. Elle a regardé la vérité jusqu'au bout. Nina murmura. Maman, je veux juste aller dans une école où on a une vraie bibliothèque. Sa mère ferma les yeux un instant. Puis elle dit. On lira les papiers. Après, on décidera. Alexandre sourit. C'est exactement la bonne réponse. Les mois qui suivirent furent difficiles. L'enquête révéla que Marc Delattre préparait depuis longtemps l'éviction d'Alexandre. Il avait recruté Carole progressivement, en flattant sa frustration, en lui promettant un poste, des actions, une reconnaissance qu'elle pensait mériter. Les substances étaient obtenues par l'intermédiaire d'un médecin complaisant, utilisé dans d'autres affaires de dopage professionnel. L'objectif n'était pas de tuer Alexandre. C'était pire d'une certaine manière, le faire paraître diminué, inutile, dépassé, jusqu'à ce que le Conseil le retire de lui-même. Alexandre resta président, mais il changea profondément. Il ne confia plus jamais son accès au monde à une seule personne. Les cafés furent supprimés des réunions. Les assistants furent réorganisés. Les alertes internes furent protégées. Toute accusation concernant l'état d'un dirigeant devait désormais être accompagnée d'une expertise indépendante, et aucun administrateur ne pouvait lancer une motion d'inaptitude sans procédure transparente. Lors de la première réunion après l'affaire, Alexandre prit la parole devant les cadres. Je ne vous reproche pas d'avoir vu mes faiblesses. Elles existaient parce qu'on les provoquait. Je vous reproche de les avoir acceptées comme une histoire pratique. À partir d'aujourd'hui, dans cette entreprise, lorsqu'un collègue chute soudainement, nous ne demanderons pas seulement s'il est devenu faible. Nous demanderons aussi qu'il profite de sa chute. Personne ne parla. Mais plusieurs baissèrent les yeux. Nina entra dans une meilleure école l'année suivante. Elle continua parfois à vendre des brioches le samedi, non parce qu'elle devait encore le faire, mais parce qu'elle disait aimer parler aux gens qui se lèvent tôt. Alexandre lui rendait visite de temps en temps avec une discrétion absolue. Il ne voulait pas transformer son courage en spectacle. Un jour, elle lui demanda « Vous avez encore peur d'oublier ?» Alexandre réfléchit. « Oui, parfois, mais maintenant, quand j'oublie quelque chose, je vérifie avant de me condamner. » Nina hocha la tête. « C'est bien. Ma mère dit qu'il ne faut jamais laisser quelqu'un expliquer votre tête à votre place. » Alexandre sourit. « Ta mère devrait siéger à mon conseil d'administration. » Nina rit. Elle dirait non. Elle aime pas les costumes. 2 ans plus tard, Alexandre créa une fondation pour protéger les employés victimes de manipulations professionnelles, sabotage, intoxication, fausses preuves, campagnes internes d'inaptitude. Il l'appela le Fonds Nina. Quand il lui annonça, elle devint rouge de gêne. « C'est trop grand pour mon prénom. » Alexandre répondit. « Non, c'est ton prénom qui rend cela plus juste. » À la fin du procès, Marc Delattre fut condamné pour tentative d'empoisonnement léger, abus de confiance, association frauduleuse et tentative de prise de contrôle illégitime. Carole Meunier reçut une peine réduite après avoir coopéré, mais elle perdit tout ce qu'elle avait cru gagner, sa carrière, sa réputation, et cette place invisible qu'elle avait voulu transformer en trône. Alexandre, lui, ne célébra pas. Il retourna seul devant la tour, tôt le matin,
avant l'arrivée des employés. Le ciel était gris. Les vitres reflétaient les premières lumières de la ville. À l'endroit exact où Nina lui avait parlé pour la première fois, il s'arrêta. Il repensa à la tasse blanche, au café fumant, à la main de Carole, au sourire de Marc, à sa propre peur de vieillir, de perdre sa mémoire, de devenir l'ombre de l'homme qu'il avait été. Puis, il pensa à une petite fille avec une boîte de brioches, qui avait vu le geste que personne ne voyait. Le pouvoir ne l'avait pas sauvé. L'argent non plus. Ce qui l'avait sauvé, c'était un détail. Une tasse échangée. Une enfant attentive. Une vérité dite à voix basse avant qu'il ne soit trop tard. Quelques minutes plus tard, Nina arriva avec sa boîte. « Vous êtes là tôt, dit-elle. J'avais envie d'une brioche. Elle lui en tendit une. Celle-ci est fraîche, pas échangée. Alexandre éclata de rire. Un vrai rire, profond, libre, le premier depuis longtemps. Il prit la brioche, la paya, puis leva les yeux vers la tour. Tu sais, Nina, pendant 30 ans, j'ai cru que diriger, c'était tout voir depuis le haut. Et maintenant? Il la regarda. Maintenant, je sais qu'on voit parfois mieux depuis le trottoir. Nina réfléchit sérieusement, puis répondit. Alors vous devriez descendre plus souvent. Alexandre hocha la tête. Oui, je crois que je vais faire ça. Fin de l'histoire. Ceci est une histoire fictive créée pour toucher nos cœurs. Maintenant, dites-nous ce que vous en pensez. Alexandre a-t-il eu raison de faire semblant d'oublier pour piéger Carole et Marc? Nina a-t-elle été courageux ou imprudent en révélant ce qu'elle avait vu? Et selon vous, quelle est la plus grande leçon de cette histoire? Ne jamais ignorer les petits détails, ne jamais confier toute sa confiance à une seule personne, ou toujours se demander qui profite de votre faiblesse. Écrivez votre avis dans les commentaires, et n'oubliez pas, parfois, ce n'est pas votre mémoire qui disparaît, c'est quelqu'un qui change votre tasse avant que vous entriez dans la pièce.